Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CFTV1 dans votre journal à la une de l'actualité sur le continent. Au Soudan, grand pas vers la paix à travers un accord de paix historique entre le pouvoir de transition et des groupes rebelles. À Juba, la capitale du Soudan du Sud, lundi 31 mai, les autorités soudanaises et plusieurs mouvements rebelles ont paraphé un accord de paix qui doit en principe mettre fin à 17 ans de crise et de guerre au Darfour et dans les États du Kordofan et du Nil bleu. Les accords ont été paraphés en deux temps. D'abord, les mouvements rebelles du Darfour, où la guerre, débutée en 2003, a fait dans les premières années au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Puis, le mouvement rebelle du Kordofan du Sud et du Nil bleu, toutes deux situées au sud de Khartoum, où la guerre a affecté 1 million de personnes. Avant la cérémonie officielle de lundi, les représentants des différentes parties avaient apposé le week-end dernier leur initiale sur les 8 protocoles constituant l'accord de paix, à savoir la sécurité, la propriété foncière, la justice transactionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses, du pouvoir et le retour des réfugiés et des déplacés. Cet accord stipule que les mouvements armés devraient à terme être démantelés et que leurs combattants devront rejoindre l'armée régulière, qui sera réorganisée pour être représentative de toutes les composantes du peuple soudanais. Ces négociations de paix était la priorité du nouveau gouvernement de Khartoum. Un an aura été nécessaire pour arriver à cet accord. Faisal Mohamed Saleh, porte-parole du gouvernement, avait expliqué à la presse « Tous les programmes du gouvernement sont basés sur la paix et si la paix n'est pas atteinte, aucun des programmes du gouvernement de transition ne sera réalisé. » Dimanche 29 août, Abdallah Hamdok, le Premier ministre, avait déclaré ceci, je cite, « Lors de la déclaration de Juba en septembre 2019, tout le monde s'attendait à ce que la paix soit signée dans les 2 ou 3 mois. Mais nous nous sommes aperçus que les questions étaient d'une rare complexité. » Après l'échec de plusieurs accords de paix, comme celui de 2006 à Abuja au Nigeria et celui de 2010 au Qatar, les adversaires d'hier ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de sécurité. Ils sont allés au fond des problèmes qui empoisonnent le pays depuis son indépendance en 1956. Mais il existe une ombre au tableau. L'accord considéré comme historique a été signé par 4 groupes armés rassemblés au sein du Front révolutionnaire soudanais, FRS, et le régime au pouvoir, représenté par le vice-président du Conseil de souveraineté, Mohamed Abdan Daglo. Il a également été paraphé, en tant que témoin, par le chef de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir. Cependant, 2 groupes rebelles n'ont pas pris part à la cérémonie. Le mouvement de libération du Soudan, MLS, d'Abdelwahid al-Nour, et le mouvement populaire de libération du Soudan Nord, SPLAN, d'Abdelaziz al-Ilou. Guinée. Alpha Condé se présente pour un 3e mandat. Le président guinéen est désormais officiellement candidat à un 3e mandat. Le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel, son parti, a indiqué dans un communiqué lu à la télévision nationale RTG par son directeur général lundi 31 au soir que, je cite, « Le président Alpha Condé sera bien notre candidat à l'élection présidentielle. Il est officiellement candidat à sa propre succession lors du scrutin prévu le 18 octobre. »
À 82 ans, Alpha Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, avait dit prendre acte, sans formellement s'engager, aux militants de son parti qu'il avait pressé d'être leur candidat lors d'une convention électorale. Il avait dressé une ébauche de programme avec la priorité à la lutte contre la corruption et surtout ne plus personne, je cite, au bord de la route. Ne plus laisser personne au bord de la route. Il avait demandé à sa formation et à ses alliés de s'engager sur un programme centré sur les femmes, les jeunes et les plus démunis. La constitution guinéenne limite le nombre de mandats présidentiels à 2, mais l'adoption en début d'année d'une nouvelle loi fondamentale qui maintient cette limitation lors d'un référendum boycotté par l'opposition a permis à M. Condé de remettre les compteurs à zéro. Alpha Condé vante son bilan, à savoir la réalisation de barrages hydroélectriques, la révision des contrats miniers et la mise au pas de l'armée, le tout alors que le pays a fait face à une épidémie d'Ebola de 2013 à 2016. Lancé en octobre 2019 par le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, formé des principaux partis d'opposition et d'organisations de la société civile, la mobilisation contre un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé, plusieurs fois réprimé, avait fait des dizaines de morts parmi les manifestants. Pour rappel, Alpha Condé, ancien opposant historique, est devenu en 2010 le premier président démocratiquement élu après des décennies de régime autoritaire dans cette ancienne colonie française d'Afrique de l'Ouest, où de plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté malgré la richesse de son sous-sol. Congo-Brazzaville, retour du général Mokoko. L'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko, 73 ans, qui purge une peine de 20 ans de prison, est rentré dimanche 30 août à Brazzaville après un mois de soins en Turquie. Selon son avocat, maître Yvon-Éric Ibwanga, le général Jean-Marie Michel Mokoko serait en forme, même s'il doit subir de façon régulière des exercices à cause des douleurs musculaires. Au terme de son contrôle à l'hôpital militaire, M. Mokoko devrait regagner sa cellule à la maison d'arrêt. Pour rappel, candidat au scrutin présidentiel en mars 2016, le général Mokoko, qui avait contesté la réélection de Denis Sassou Nguesso, avait été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre au terme d'un procès controversé en 2018. Les autorités de Brazzaville avaient autorisé le 30 juillet l'évacuation par avion médicalisé du général Mokoko à Ankara. RDC, le docteur Mukwege menacé de mort. Plusieurs centaines de Congolais ont défilé jeudi à Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, en soutien au prix Nobel de la paix 2018, le gynécologue Denis Mukwege, qui affirme avoir reçu des menaces de mort. Parmi les manifestants figuraient des femmes qui ont été hospitalisées à la clinique de Panzi. Fin juillet, le docteur Mukwege, 65 ans, avait fait état de menaces contre lui-même et sa famille après avoir dénoncé dans un tweet le 26 juillet un massacre de civils dans le village de Kipupu, dans cette même province du Sud Kivu. Il a écrit « Depuis mon tweet du dimanche 26 juillet dénonçant le récent massacre survenu à Kipupu, en territoire de Mwanga au Sud Kivu, j'ai reçu diverses correspondances haineuses et des membres de ma famille ont été intimidés et menacés. Aucune malversation intellectuelle, aucune menace, aucune utilisation de la peur ne m'empêchera de m'exprimer sur la réalité des atrocités que vivent les populations de mon pays et dont je soigne les séquelles
tous les jours dans mon hôpital à Bukavu. » Fin de citation. La responsable de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, Leila Zerougi, a déclaré mercredi 2 septembre ceci: « Nous travaillons ensemble sur des solutions durables qui permettent à ce que le docteur Mukwege et l'hôpital soient protégés par les institutions congolaises, par le Congo et bien évidemment la mission en tant que partenaire jouera son rôle. » Mi-juillet, 18 personnes avaient été tuées dans une attaque à Kipupu, selon les chercheurs du baromètre de sécurité du Kivu, KST, présent dans la région, alors qu'un groupe de députés provinciaux faisait état de 222 personnes tuées. Le village de Kipupu se situe dans une zone instable du sud Kivu, sur les hauts plateaux de Fizi, qui surplombent le lac Tanganyika, non loin du Burundi et du Rwanda. Le docteur Mukwege demande l'instauration d'une juridiction spéciale pour juger les violations des droits de l'homme commises dans l'est de la RDC, notamment pendant les deux guerres du Congo de 1996 à 1998 et de 1998 à 2003. Comme il l'a redit devant des députés européens cette semaine, il s'appuie pour cela sur un rapport des Nations Unies de 2010 qui répertorie ces violations et leurs auteurs entre 1993 et 2003. Ce rapport surpointe, entre autres, la responsabilité du Rwanda voisin dans de nombreux massacres à partir de 1996. Ce document a été récemment qualifié d'outil de propagande par un officiel rwandais, James Kabarebe, conseiller à la sécurité du président Paul Kagame, après avoir été longtemps son ministre de la Défense. Pour rappel, c'est depuis cet établissement proche de Bukavu que le gynécologue congolais a bâti sa notoriété internationale en soignant des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en marge des conflits armés qui ravagent la région des Kivu depuis 1996. En octobre 2012, le docteur Mukwege, directeur de l'hôpital de Panzi, qui s'occupe des femmes victimes de viols dans le sud Kivu, avait échappé à un attentat qui ciblait son domicile. Son gardien avait été tué par des assaillants. Lorsque vous allez à Kisangani et que vous voyez les dégâts qui ont été commis par l'armée patriotique rwandaise et l'armée ougandaise sur la population locale, leurs bâtiments, leurs maisons ont été détruits. C'est une ville sinistrée aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont été, par exemple, enterrées vivantes après avoir été violées et empalées. Personne ne peut dire que l'on ne sait pas ce qui se passe en République démocratique du Congo. La communauté internationale y est largement présentée depuis des décennies. Des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, qui a exprimé pas plus tard que vendredi sa profonde inquiétude concernant ces menaces de mort et a appelé à une enquête rapide sur les auteurs de ces menaces. Ces menaces coïncident avec votre condamnation des meurtres récents qui sont commis par des groupes armés dans la province du Sud Kivu et de l'Ituri en République démocratique du Congo. Ces menaces viennent également en réaction à vos appels constants pour la mise en œuvre des recommandations proposées de longue date par le rapport des Nations Unies sur les violations des droits humains commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003, dit le rapport Mapping. Nous reviendrons de manière plus précise sur ce rapport Mapping qui fêtera ses 10 ans et, doit-on le dire, les recommandations qui sont prévues dans ce rapport n'ont pas été l'objet d'une grande attention par la communauté internationale, mais aussi par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, au Mali, le président déchu et démissionnaire Ibrahim Boubacar Keïta serait à l'hôpital. Selon ses proches, l'ex-président serait admis depuis mardi soir dans une clinique de Bamako.
l'ex-président malien, âgé de 75 ans, aurait eu un accident ischémique transitoire selon des sources proches. Il y a quelques mois, il était discrètement admis dans un centre hospitalier d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où il avait subi une opération. Depuis la mi-août, il était attendu dans le même centre hospitalier pour un contrôle médical nécessaire, mais qui n'a pas pu être effectué. Depuis la semaine dernière, il est question de son départ à l'étranger, notamment pour des soins médicaux. Dans ce même temps, la junte au pouvoir vient de procéder à une série de nominations décidées par son commandement militaire. Le Comité national pour le salut du peuple CNSP, instance mise en place par les auteurs du coup d'État du 18 août contre le président Ibeka, continue de se structurer. Parmi ces nominations, celle d'un conseiller spécial du chef de la junte chargé de l'information et de la communication, Cheikh Oumar Traoré. Celle d'un autre civil également, le docteur Youssouf Koulibaly, conseiller spécial du chef de la junte chargé des affaires juridiques. Du côté des militaires, c'est le général Souleymane Doucouré, ancien patron de l'actuel porte-parole de la junte, qui devient secrétaire général du ministère de la Défense. Un nouvel chef d'état-major général des armées a été également nommé, le général Oumar Diarra. Toujours au Mali, un civil malien aurait été tué et 2 blessés mardi 1er septembre par des militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane lors d'un accident impliquant un bus qui refusait de ralentir malgré des sommations, selon un communiqué de l'état-major français. À une 50aine de kilomètres à l'ouest de Gao, au nord-est, un bus qui se dirigeait à vive allure en direction du convoi militaire français a fait l'objet de sommations verbales et gestuelles, puis d'un premier tir de sommation alors que la menace de véhicule suicide est élevée, a détaillé l'état-major. Mais toujours selon ce communiqué, ces premières mesures n'ont pas fait ralentir le bus. Un second tir de sommation dirigé vers le sol a alors été effectué. 2 balles ont ricoché sur le sol et traversé le pare-brise, blessant 3 passagers dont l'un grièvement. Le directeur de la compagnie, Abdoulaye Haïdara, a mis en doute cette version. Le chauffeur aurait contesté avoir refusé de s'arrêter et aurait dit à ses employeurs n'avoir entendu que les tirs qui ont blessé 3 personnes et pas de tirs de sommation, toujours selon M. Haïdara. Le blessé grave aurait été évacué par hélicoptère vers l'hôpital de la Force Barkhane à Gao, mais serait mort suite à ses blessures, selon le communiqué. La Force Barkhane présente donc ses sincères condoléances aux proches de la victime décédée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur CFTV1 dans votre journal.